Bonsoir à toutes et à tous et merci Thierry pour donc ce dernier webinaire dans le cycle des webinaires proposés par la ville de Chassieux aux associations culturelles, sportives et humanitaires. Donc on est sur une thématique aujourd'hui autour de la construction d'un nouveau modèle économique, socio-économique pour nos associations. Donc un thème très important pour toutes les associations, bien entendu, puisque on voit qu'il y a un changement de paradigme complet aujourd'hui avec une baisse des subventions publiques de tout ordre et donc un besoin de trouver de nouvelles ressources. Donc Thierry, merci de votre présence et j'allais dire maintenant, on vous écoute et à très vite. Voilà. Merci Jérôme, merci à la ville de Chassieux. Et donc, bienvenue à tous pour le dernier webinaire de cette première série consacrée justement au changement de modèle économique. Alors, je vous prépare les diapos. Voilà. Voilà. Donc, ce soir, nous allons voir comment évoluer vers un autre modèle économique. Mais de quel modèle économique veut-on parler? Eh bien, on va déjà partir de ce que l'on connaît, à savoir… Voilà. Ah, pardon. J'ai oublié de me présenter. Voilà, donc je suis consultant indépendant, spécialiste de l'économie des clubs sportifs amateurs avec pour spécialisation justement la pérennisation économique de l'emploi sportif. Et pour cela, j'utilise couramment deux outils qui facilitent la chose, deux outils qui sont issus de l'expérience. C'est que on sait que les clubs qui ont réussi à pérenniser leur emploi ont dans le même temps dynamisé le bénévolat. Et ça, c'est tout à fait transposable dans tous les types d'associations. Et l'autre point sur lequel je travaille énormément depuis 1998, c'est la fidélisation des pratiquants, qui est assez souvent le parent pauvre un petit peu du développement de l'activité sportive. Alors, je suis toujours impliqué dans le mouvement associatif, d'abord parce que je suis instructeur bénévole de planeur depuis 1998, et ensuite parce que jusqu'en décembre dernier, j'étais trésorier du ski club d'Anne-Sylvieux, dont je connais parfaitement bien les deux côtés de cette activité. Alors, pour que le webinaire se déroule dans de bonnes conditions, je vais vous inviter ce soir à éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas. Il est pareil d'usage de ne pas interrompre les intervenants lorsqu'ils ont la parole. Par contre, je vous invite vraiment à prendre la parole si vous avez quelque chose à dire en levant la main. Et puis, bien sûr, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc, nous commencerons par faire un état des lieux des forces et faiblesses du modèle actuel, de votre modèle d'association, notamment en utilisant un certain nombre d'indicateurs. Je vais vous suggérer des indicateurs. Je les ai pris relativement larges afin que ce soit transposable à tous les types d'associations. Et ensuite, nous verrons quel scénario appliquer pour justement passer d'un modèle économique relativement fragile vers quelque chose de moins fragile. On ne peut pas encore parler de solidité, surtout dans le contexte que nous vivons en ce moment. Et puis, ensuite, c'est bien de savoir où on va, mais dans les associations, encore faut-il savoir comment on y va. Donc, c'est pour ça que je voulais décrire avec vous, ne serait-ce que sur une diapo, les différentes étapes de cette transformation. Alors voilà, il y a un modèle historique, un modèle économique historique dans les associations qui veut que dans une association, on cherche à faire payer le moins cher possible. Donc ça, c'est très intéressant du point de vue de l'adhérent, mais nous sommes dans une époque où effectivement, j'ai souvent entendu dire dans la bouche de certains dirigeants, ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. Non, plus sérieusement, on peut dire aussi que dès lors qu'il y a certaines difficultés, eh bien, l'association est fragilisée si elle n'a pas les moyens de subsister. Et on le voit, un certain nombre d'associations avec la crise du Covid ont dû fermer leurs portes. Pas toutes, elles ont plutôt bien résisté dans l'ensemble, mais les associations les plus fragiles, on pense à des solutions, notamment de fusion avec d'autres associations. Ce que j'ai observé dans le domaine du sport amateur, le sport associatif, c'est que dès lors qu'on se donne les moyens de proposer quelque chose, qu'on se donne les moyens de vouloir pérenniser la structure, eh bien à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Il faut certes trouver les fonds, ça peut venir des adhérents, mais pas seulement. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est comment passer d'un modèle historique relativement fragile, parce qu'on cherche à faire payer le moins cher possible, à quelque chose qui devienne plus pérenne. Et justement, nous venons de sortir, enfin nous sommes en train, j'espère, de sortir de cette crise du Covid, où j'ai pu analyser ce qui faisait qu'une association était plus résiliente d'un point de vue économique. Quand j'entends par résilience, c'est-à-dire
quelle était sa capacité à surmonter les crises et à se relancer à l'issue. Donc, c'est ce modèle économique qui est justement transposable dans beaucoup de domaines associatifs que je vous propose de voir ce soir. Donc, examinons les modèles existants. Parmi la fragilité la plus récurrente des modèles actuels, c'est un équilibre qui est beaucoup trop précaire. Je vois beaucoup trop d'associations qui jonglent, qui font le yo-yo entre un exercice déficitaire, un exercice bénéficiaire. Et je constate trop souvent qu'il y a des idées reçues. Et une question que j'aimerais poser à Mme Gibès, selon vous, est-ce qu'une association peut, oui ou non, faire des bénéfices? Christine, si vous pouvez… J'avais perdu la souris. Je dirais faire des bénéfices pour des bénéfices, non, mais faire des bénéfices pour, je sais pas, investir l'année d'après ou remplacer du matériel. Enfin, moi, je pense chez nous avec des ordinateurs. Oui, parce que on va pas acheter un ordinateur tous les ans, mais bon, on va peut-être le changer au bout de 10 ans parce que il sera obsolète ou il sera cassé. Donc, j'aurais tendance à répondre oui. Voilà, vous avez tout à fait raison, mais je rencontre encore presque toutes les semaines des dirigeants. Alors, c'est très souvent des personnes qui arrivent à la fonction de trésorier ou à la fonction de dirigeant qui me disent qu'effectivement, une association ne doit pas faire de bénéfices. Alors, dès lors qu'on est convaincu de cette idée reçue, forcément, on fait en sorte que l'association ne fasse pas de bénéfices. Et sans bénéfices, on ne peut pas investir, comme l'a dit Christine, on ne peut pas passer les coups durs. Voilà. Donc, on verra tout à l'heure la nécessité et comment, justement, amener cette notion de bénéfice petit à petit. L'autre contexte qui fait que l'équilibre est trop précaire, c'est que depuis des années, on voit qu'il y a une réduction ou du moins une réaffectation des aides publiques. L'un dans l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est que les associations qui avaient malgré tout pu constituer des réserves depuis quelques dizaines d'années, ces réserves fondent comme neige au soleil un jour de canicule. Voilà. Donc, Premier défaut, c'est l'équilibre qui est trop précaire. Donc, si vous voyez déjà, premier indicateur, ce n'est même pas un indicateur, mais c'est relativement facile de comprendre que si vous faites le yo-yo, si le résultat annuel de votre association fait le yo-yo entre un déficit et un léger bénéfice, elle n'est pas solide sur le plan économique. L'autre point que je vois qui fait que les associations sont fragiles, c'est que très souvent, les natures de recettes et de dépenses sont mal accordées. Je veux dire par là qu'on finance certaines dépenses avec des recettes qui ne sont pas adaptées. Je prends l'exemple, alors je vais employer volontairement un terme de comptabilité pour que ce soit transposable à tous les secteurs associatifs. On va dire que très grossièrement, vous avez dans une association deux natures de dépenses. Vous allez avoir les charges fixes qui vont correspondre aux charges, à l'ensemble des charges que vous aurez à régler, quel que soit votre niveau d'activité. Autrement dit, même si vous n'avez pas d'activité, vous aurez un certain nombre de charges à régler. Et là, on a pu le voir pendant la crise du Covid, même sans activité, il y a quand même des frais qui courent. Et parmi ces charges fixes, on va retrouver l'emploi. Donc là, je dissocie quand même du contexte Covid, mais dès lors qu'une association choisit d'avoir un salarié, elle a un certain nombre de charges à honorer de façon même prioritaire, qui sont le paiement des salaires et le paiement des charges salariales et patronales. Voilà. Donc ça, constituent des charges fixes, y compris s'il n'y a pas d'activité. Alors, quand je dis que certaines recettes sont mal accordées justement aux dépenses, c'est qu'on peut se retrouver à avoir j'ai vu des associations qui cherchaient à financer de l'emploi, notamment, avec du mécénat. Alors que le mécénat est une recette, d'une part, qui est fragile parce qu'elle est aléatoire, et d'autre part, fragile parce que ça ne correspond pas au champ de compétences des membres de l'association. Donc, c'est le deuxième pavé, c'est que très souvent, on cherche à aller recueillir des recettes par des moyens que l'on a vus, que l'on a constatés, que l'on a entendus de droite et de gauche, ce que font les associations qui nous ressemblent dans d'autres secteurs géographiques. Malheureusement, pour reprendre l'exemple du mécénat, du sponsoring pour les associations sportives, c'est quoi? C'est un système où il faut savoir aller présenter son association, savoir entre guillemets, la vendre à des gens qui, a priori, n'ont pas la volonté de payer pour cette association. Donc, il s'agit d'un véritable
une véritable action commerciale et ça nécessite des compétences. Les quelques clubs qui arrivent dans le domaine sportif sont des gens qui ont formé des personnes à cette technique et ça prend un certain temps avant de devenir efficace. De même pour tout ce qui est des ventes, mais d'une façon très très large. Lorsqu'on cherche à développer les ventes, mais je veux dire des ventes hors adhérents, on sort du champ de compétences de l'association, de ses savoir-faire traditionnels. Et là encore, il faut, est-ce que le produit est adapté à la clientèle? Est-ce que la clientèle est bien identifiée? Est-ce que cette clientèle a les moyens de payer ce qu'on lui propose? Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui sont faites parfois très spontanément, très volontairement, mais avec un manque d'anticipation et de préparation, surtout par rapport à vouloir aller chercher ce type de recette. Voilà. Par contre, maintenant, voyons quels sont les points forts de ces associations résilientes. Et le premier, je dirais, c'est la capacité qu'elles ont à reconstituer des réserves, voire à constituer des réserves. Alors, bien sûr, Mme Gibès l'a dit tout à l'heure, le premier intérêt, un des intérêts, c'est de pouvoir investir si on veut renouveler du matériel. Mais la première des choses, la première des priorités, surtout en période de crise, c'est de pouvoir régler les charges de l'association, qu'elles soient fixes, variables. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que dans une association, vous avez très souvent une saisonnalité des recettes. Je veux dire par là qu'il est fréquent que les recettes se fassent pour l'essentiel au moment des inscriptions, donc vous allez avoir une capacité de trésorerie très importante, mais après, il faut pouvoir la gérer sur les 11 mois restants. Voilà. Et très souvent, on voit qu'il y a un petit creux de trésorerie juste avant la reprise des activités. Donc, anticiper cela par une capacité à reconstituer les réserves, c'est justement s'affranchir de cet effet de saisonnalité. Ensuite, nous avons la capacité à traverser les coups durs, comme une crise. Voilà. Et puis, tout ça, bien sûr, ce n'est possible que si l'association est capable de prévoir un bénéfice. Écoutez, je m'excuse, je dois vous demander 10 secondes de pause. À tout de suite. Me revoici. Voilà. Donc, retenez qu'une association qui est capable de constituer ou de reconstituer des réserves aura beaucoup plus de capacité à rebondir après une crise. Alors, reconstituer des réserves, je l'ai dit, c'est prévoir un bénéfice. Oui, je veux dire par là que trop souvent, justement, l'idée reçue qui fait qu'une association ne doit pas faire de bénéfice empêche les gens de prévoir ce bénéfice. Mais moi, je vous incite réellement à le prévoir dès le budget prévisionnel. Parce que si on ne prévoit pas la façon dont nous allons faire le bénéfice, si on ne décrit pas comment nous allons nous y prendre, eh bien, vous pouvez être sûr que presque à chaque fois, le bilan final sera soit égal à 0, soit déficitaire. Voilà. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, les associations qui sont résilientes ont développé le bénévolat, bien sûr en amont. Pourquoi cela? Comme je l'ai écrit, c'est que plus vous avez de bénévoles, plus vous augmentez la capacité d'accueil de l'association et donc plus vous pourrez accueillir des adhérents payants. Pourquoi je vous présente ça ce soir? Parce que l'on soit une association qui cherche à enseigner l'informatique, qui serve à enseigner des langues, qui serve à apprendre la photographie, du théâtre, de la musique ou du sport, on est très souvent dans une thématique de transfert de savoir et de savoir-faire. Voilà. Et donc, ça nécessite un certain nombre de personnes capables d'accueillir, d'encadrer, de former ou d'animer votre association. Donc, plus vous aurez de bénévoles, plus vous serez en mesure d'augmenter le nombre d'adhérents payants. Et c'est très souvent le nombre de personnes qui est finalement l'effet de levier économique le plus important. L'autre chose, c'est qu'évidemment, plus il y a de bénévoles, plus il y a une émulation qui se crée et surtout, plus vous partagez les tâches. Je vois trop souvent dans des associations le bénévolat qui se réduit à peau de chagrin, non pas parce que c'est compliqué, mais c'est parce que lorsque vous avez un bénévole qui s'en va et qu'il n'en reste plus que, enfin sur une petite association, une dizaine de personnes, un bénévole s'en va, tout de suite, ça augmente la charge de travail de pratiquement 10% sur toutes les autres. Voilà. Donc le bénévolat est un élément
qui n'est pas économique, mais qui facilite la survie économique d'une association. Voilà. Ensuite, c'est le projet associatif. Très souvent, nous voyons des associations en difficulté, mais lorsque l'on creuse un petit peu, lorsqu'on demande qu'est-ce que vous proposez à vos adhérents, et surtout la question, c'est est-ce que ce que vous proposez à vos adhérents est toujours en phase avec les attentes des populations d'aujourd'hui? Eh bien, on se voit qu'il y a un décalage. Soit qu'effectivement, c'est carrément l'offre qui est complètement obsolète, soit c'est la façon de la présenter qui est obsolète, soit c'est le timing, veut dire soit le jour, soit l'horaire qui n'est plus adapté. Ça peut venir de différentes raisons. Soit que la population a changé d'habitude, soit que les personnes chargées d'animer et d'encadrer les activités ne sont plus aussi disponibles. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet associatif, ça doit évoluer dans le temps. Si vous avez des échanges réguliers avec vos adhérents, si vous êtes capable de leur faire exprimer leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de ce que propose l'association, que vous en tenez compte, à ce moment-là, le projet va vivre, évoluer et rester proche des attentes des adhérents. On l'a vu dans l'exemple de la crise du Covid, surtout pendant le premier confinement, beaucoup d'associations, malheureusement pas toutes, mais beaucoup d'associations se sont emparées des technologies numériques, se sont emparées des visioconférences pour garder le lien avec les adhérents, pour proposer des animations. Et certaines d'entre elles ont même fait le choix, après l'arrêt des restrictions, de continuer à proposer une offre d'animation, de formation, de diffusion via les réseaux sociaux, via Internet, via des chaînes vidéo. Voilà. Mais la visioconférence est une des façons de développer une offre d'activité et donc, pourquoi pas, de générer des recettes supplémentaires. Alors, comment peut-on voir venir les difficultés? Moi, j'utilise une représentation graphique parce que la représentation graphique permet à tout le monde, même quelqu'un qui se dit ne rien connaître en comptabilité, de comprendre ce qui se passe. Prenons l'exemple là, qui est vraiment un exemple hyper simple, où on marque simplement le total des ressources d'une association et le total des charges d'activité de cette association. Sur seulement 3 exercices, on voit et on devine ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire qu'a priori, entre 2015 et 2016, on voit que c'est à peu près à l'équilibre. Les ressources sont supérieures aux dépenses, tout va bien, mais on voit que entre 2016 et 2017, il y a une augmentation significative alors que le total des ressources a stagné. Eh bien, si les choses continuent dans ce sens, on voit qu'au plus tard, 2 ans après, cette association va être en difficulté. Donc, ça vous permet d'anticiper les choses. Voilà, il suffit de reprendre vos tableaux bilan compte de résultats et d'aligner les choses, bien sûr, sur des choses significatives, mais comme de l'exemple que je vous ai montré là, si vous alignez sur le même graphique les recettes, les dépenses, et on voit l'évolution de l'une par rapport à l'autre, il vous sera facile de faire comprendre la situation de l'association. Parce que vous, bien sûr, en tant que dirigeant, vous la comprenez, vous êtes dedans au quotidien. Par contre, ce sont les membres du conseil d'administration, ce sont les personnes qui viennent à l'Assemblée générale. Elles ont besoin qu'on leur explique les choses. Ils ont besoin qu'on leur explique les décisions que vous allez prendre. Voilà. Donc, rendre les choses visibles permet d'une part d'anticiper et permet d'autre part d'expliquer, je dirais, votre choix de stratégie économique. Alors, quels indicateurs de pilotage peut-on également utiliser pour justement prévenir ces difficultés ou justement adapter soit l'offre de service, soit les tarifs, soit aller chercher une nouvelle capacité d'accueil? Justement, le premier n'est pas un indicateur économique, mais une capacité d'encadrement. Moi, je l'ai décrit de façon la plus simple possible, c'est voilà, le nombre d'adhérents ramené au nombre d'animateurs. Alors, ça va être différent suivant, bien sûr, les secteurs d'activité. Bien sûr, je connais ceux qui s'adaptent, qui sont utiles pour le monde du sport. Mais, par exemple, dans un club sportif, il est fréquent qu'on ait environ 10 adhérents pour un animateur ou un éducateur sportif. Ce qui est intéressant dans ce chiffre, ce n'est pas le chiffre de façon instantanée, c'est comment est-ce qu'il évolue dans le temps. Et je sais que pour le monde du sport, dès lors que moi je vois que ce chiffre est en dessous de 10, d'une façon générale, parce qu'il y a des sports
effectivement, ce chiffre sera un petit peu différent. Mais dès lors que par rapport à une valeur de référence, ce chiffre est en deçà, cela traduit une difficulté pour l'association à renouveler ses adhérents. À ce moment-là, c'est très simple. Vous pouvez vous poser la question, ses adhérents, pardon, une difficulté à renouveler ses animateurs ou ses encadrants. Et à ce moment-là, il faut, je dirais, de façon anticipée, voir comment est-ce qu'on peut redynamiser tout ça. Voilà, sachant que, encore une fois, il y a un lien avec la capacité d'accueil et d'animation de l'association et sa capacité de rebondir économiquement après une crise. L'autre indicateur qui est vraiment transposable partout, c'est la proportion des recettes générées par l'association. J'entends par là générées par le travail des bénévoles ou des bénévoles et des salariés par rapport au total des ressources. Total des ressources, ce qui viendrait en dehors des ressources propres de l'association, ce serait par exemple les subventions. Il est coutume de dire que dès lors qu'on dépasse 50% de subventions, on considère que l'association peut être fragilisée. Mais il y a d'autres recettes qui viennent de cela. J'entends par là. Alors, cela pourrait être considéré comme des ventes qui sont issues du travail des adhérents. Moi, j'aime bien quand même classer là-dedans tout ce qui est de l'ordre des partenariats, que ce soit du mécénat, c'est-à-dire un partenariat non lucratif, ou ce qu'on appelle communément le sponsoring, qui, lui, a un caractère plus lucratif. Voilà. Ça montre la capacité de l'association à s'autofinancer, c'est-à-dire que même les subventions qui, elles, ont très souvent un caractère pluriannuel, peuvent être remises en question. Donc, si vous générez la totalité de vos recettes grâce à votre activité, grâce au travail des bénévoles ou des bénévoles et des salariés, effectivement, l'association sera moins sensible aux effets extérieurs. L'autre chose qui commence à être un peu plus technique, c'est parmi les recettes générées par l'association, celles qui constituent véritablement le cœur des recettes de l'association, ce sont les cotisations des adhérents. La loi 1901 n'oblige absolument pas à solliciter, à demander une cotisation payante pour faire partie d'une association. Vous avez tout à fait le choix de choisir d'en demander une, d'en fixer le montant par vous-même. Cette cotisation n'a rien d'autre que de traduire votre adhésion à l'association et de participer, on va dire, aux charges d'une façon générale de l'association. Voilà. Plus le total de ces cotisations sur le ratio de vos charges fixes est fort, mieux vous serez en capacité d'honorer vos charges récurrentes, ce que j'ai appelé les charges fixes. Typiquement, on peut faire le parallèle pour une association qui a un ou plusieurs salariés. Si elle est capable de financer l'emploi uniquement avec soit les cotisations, soit des ressources qui viennent véritablement de l'activité, on peut imaginer tout à fait une association qui a, on va dire, une cotisation de base et ensuite une participation à un certain nombre de frais fixes, comme par exemple, voilà, je choisis de m'inscrire à l'année sur des cours de guitare, par exemple. Eh bien, on va considérer ça comme cotisation plus frais d'inscription. Ça, ce sont véritablement les recettes qui viennent du cœur d'activité de l'association. Et si ces recettes-là couvrent vos charges fixes, c'est-à-dire avec un ratio supérieur ou égal à 1, l'association ne sera a priori pas sensible aux effets de crise comme ceux que l'on vient de traverser. Alors, justement, ça vous permet, ce type d'indicateur, on peut aller encore beaucoup plus loin avec ça, parce qu'on voit quoi? Si les cotisations, c'est quoi? C'est un montant d'encaissement multiplié par un nombre de personnes. Ce qui veut dire que, est-ce que ça remet en question le nombre de personnes payantes qui viennent profiter des services de l'association, ou bien est-ce qu'on doit reposer la question du montant des tarifs de l'association? Voilà, donc juste avec quelques ratios comme ça relativement simples, on est déjà capable de re-questionner le modèle économique de l'association. Voilà. Et véritablement, on retrouve des associations qui ont de grosses difficultés économiques parce qu'elles sont restées sur un modèle qui date parfois de 20 à 30 ans. Je n'exagère pas. Pour les associations employeuses, il y a des critères encore plus précis, comme ramener le nombre d'adhérents sur l'équivalent temps plein de salariés. Ça va dépendre de l'activité de votre association.
Rien que pour le sport, j'ai identifié presque une dizaine de valeurs différentes en fonction de l'activité. Il y a encore le même paiement le même ratio, je dirais, que je viens d'évoquer tout à l'heure, à savoir, tout à l'heure, j'ai évoqué cotisation sur charge fixe. Et bien là, on va chercher, par exemple, à financer la masse salariale uniquement avec les paiements des adhérents. Toujours la même chose, parce que ce sont les ressources considérées comme les moins fragiles de l'association, parce qu'elles viennent de son cœur d'activité. Voilà. Et pour tous ces indicateurs, ces quelques indicateurs, alors après, effectivement, si vous voulez obtenir des indicateurs peut-être plus précis, plus en phase avec votre activité associative, ben, vous pouvez passer peut-être par le secteur vie associative qui me reposera la question. Je ferai des recherches, mais j'irai là spontanément comme ça. J'ai beaucoup de valeur à vous donner sur le sport, j'en ai beaucoup moins sur les secteurs culturels ou autres. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour l'évolution de l'écart entre les recettes et les dépenses, c'est l'évolution de chacun de ces indicateurs dans le temps qui va vous dire si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Donc, vous allez faire de la même manière. Vous allez calculer l'indicateur et le mettre dans un graphique. Et là encore, vous verrez, ce sera très facile à expliquer à l'Assemblée générale ou à un comité directeur. Maintenant qu'on a vu quelle était à peu près la situation de l'association, quel levier va-t-on activer? Alors, il y a des tendances de fond, qu'on appelle aussi des tendances sociétales, qui sont d'une part, moi la tendance lourde que je vois, c'est la mutation démographique liée au vieillissement de la population. On vieillit de mieux en mieux, on se porte de mieux en mieux en France, et de ce fait-là, les seniors cherchent à pratiquer davantage d'activités. On voit maintenant des personnes relativement âgées qui viennent sur, par exemple, de la gym douce, on fait beaucoup de voyages, on fait beaucoup d'activités culturelles. Voilà. Donc, de plus en plus de personnes cherchent à aller vers des activités. Et bien sûr, on se tourne vers les associations pour les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir, on a un niveau de service relativement élevé et un coût de pratique relativement faible. Donc, l'un dans l'autre, c'est très attractif pour le public, mais on arrive parfois à des situations où le public est aussi exigeant que s'il s'adressait à une entreprise, mais il veut en même temps, il n'est pas bête, il veut le prix que propose une association. Donc là, il faut être capable d'expliquer ce que l'on propose aux associations, aux adhérents. Soit c'est un service, on va dire, plutôt basique, le moins cher possible, soit on est capable de proposer un service qui va être évolué avec une certaine valeur ajoutée et qui peut aussi tout à fait trouver son public. L'autre facteur impactant, et qui va le devenir de plus en plus, c'est le réchauffement climatique, parce que ça va se traduire par une augmentation des coûts de pratique. Et on le voit déjà. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, la réorientation des dépenses publiques qui fait que, alors, soit effectivement, il y a ce qu'on appelle moins de subventions, soit les critères d'attribution ou les modes d'instruction des demandes de subventions deviennent plus compliqués, prennent plus de temps d'instruction, prennent plus de temps pour être versés. Et là, il y a eu des exemples vraiment flagrants pendant la crise du Covid, c'est qu'au niveau des aides de l'État, vous aviez pour les associations qui étaient employeurs la possibilité de bénéficier d'un certain nombre d'aides, dont le Fonds de solidarité qui, lui, était une aide sur une base déclarative et versée extrêmement rapidement. Je veux dire par là, à une époque, c'était même moins de 7 jours. Que dans le même temps, les associations qui n'étaient pas employeurs devaient préparer des dossiers de subvention qui nécessitaient plusieurs semaines d'instruction, voire presque aussi longtemps pour obtenir le versement d'une aide. Donc, vous voyez le déséquilibre qu'il y avait, alors que les deux avaient les mêmes activités, si ce n'est que l'une avait peut-être plus de charges que l'autre. Voilà. Ensuite, peut-être le comportement, l'évolution la plus impactante, c'est l'évolution des attentes de nos contemporains. On entend beaucoup dire dans les associations, on va vers des modes de fonctionnement, enfin des attitudes de consommateurs. Mais c'est aussi le mode de vie qui veut ça. Regardez, aujourd'hui, nous discutons via Internet, nous enregistrons une visioconférence. On n'aurait pas pensé à ça il y a ne serait-ce que 3 ans. Et regardons 20 ans en arrière, Internet balbutiait. Et regardons 30 ans en arrière, il n'y avait pas Internet. Voilà. Donc, il y avait beaucoup moins d'offres de divertissement. Voilà, il y avait beaucoup moins de sollicitations. Aujourd'hui, le monde est dans notre poche grâce au téléphone portable.
On a accès à tout depuis un simple smartphone. Effectivement, il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus de sollicitations vis-à-vis des publics. Et forcément, le temps, on a toujours une journée de 24 heures. Donc, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi la réponse à une sollicitation de nos adhérents pour pourquoi ne voulez-vous pas faire cette activité, c'est « je n'ai pas le temps ». En fait, ils se laissent capter par d'autres sollicitations. Mais dans le même temps, cette évolution de la technologie, de la digitalisation nous donne de nouvelles possibilités. Je l'évoquais tout à l'heure, certaines associations, alors ce n'est pas possible pour toutes, mais certaines associations ont tenté, je dirais, l'animation, voire le transfert de savoir-faire, mais surtout de l'animation par visioconférence. Il y a certaines, je pense à tout ce qui est yoga, gym douce, ont choisi de continuer à proposer cette activité uniquement en visioconférence. L'intérêt, me direz-vous, l'intérêt est qu'ils ont pu, grâce à cela, toucher des personnes qui avaient quitté la région. En fin de compte, elles ont élargi le champ, des adhérents potentiels en allant rechercher un petit peu dans leurs fichiers anciens, justement en faisant la promotion de leur activité sur Internet. Et des gens qui ne venaient pas à l'association parce que le temps de trajet était trop long, se sont dit finalement c'est une bonne façon de continuer à profiter de mon association. Donc la technologie offre des perspectives. L'autre chose que nous voyons depuis la crise du Covid, je viens un peu d'en parler, c'est que avant le Covid, on pratiquait presque exclusivement sur le lieu de pratique de vos activités et dans un temps bien particulier, celui où était ouvert l'association, le temps où les gens accueillaient les adhérents. Donc, grâce à la technologie, justement, on est capable aujourd'hui de proposer des activités en dehors du temps et du lieu de pratique. Et pour moi, c'est un atout phénoménal. Si je vous demande, est-ce que vous avez des difficultés à trouver des créneaux horaires pour une disponibilité de salle? Eh bien, beaucoup me répondront oui. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on accueille pas mal de monde, il faut des salles relativement grandes et les collectivités n'ont pas énormément de salles de grande capacité. Donc, si vous êtes capable de proposer des activités où les gens ne sont plus dans une salle mais sont chez eux, vous enlevez le problème de l'infrastructure, du moins vous le déplacez. Mais ce faisant, vous êtes capable d'enrichir votre offre d'accès aux activités de l'association. Ensuite, on l'a vu, le fait de se recentrer sur le savoir-faire de l'association. Il y a tout un tas de ressources, des petites ventes, du mécénat, du sponsoring, où parce que effectivement, les entreprises étaient en difficulté, elles avaient choisi de stopper leurs dons, et ce qui a obligé l'association à se recentrer sur ce qu'elle savait faire. Certes, il y avait moins de dépenses, donc les quelques ressources qu'elles avaient pu générer par leurs adhérents ont pu suffire, mais c'est une tendance qu'il faut envisager. Et ça va de pair, tout à fait de pair avec une politique de fidélisation. La fidélisation, qu'est-ce que c'est? C'est s'assurer que vos adhérents sont satisfaits de ce que vous leur proposez, afin que leur décision de renouveler leur adhésion se fasse naturellement, spontanément, sans trop se poser la question. On le verra tout à l'heure au niveau de la question que se posent les consommateurs habituellement. Et puis, troisième tendance lourde qu'a amené la Covid, c'est la personnalisation. Personnalisation, c'est-à-dire pas nécessairement de faire une vidéo pour une personne. Personnalisation, ça veut dire on va segmenter peut-être davantage qu'on ne le fait encore dans les associations aujourd'hui, l'offre de services associatifs. Imaginons qu'avant, on proposait des activités pour les 6-8 ans, ensuite 8-10 ans, etc. Maintenant, on va pouvoir proposer peut-être par les mêmes tranches d'âge, mais peut-être par centres d'intérêt différents. Typiquement, j'ai pris l'autre jour l'exemple des cours de guitare. Voilà. On peut avoir un prof on peut avoir une approche qui est générale pour l'association, mais on peut très bien imaginer justement d'avoir une approche de cours de guitare, on va dire classique, une approche de guitare plutôt rock, une approche de guitare plutôt pop. Voilà, il y a différentes approches que l'on peut imaginer pour le transfert d'un savoir-faire. Voilà. Ça vaut pour le sport, ça vaut, je pense aussi, peut-être pour les langues. C'est-à-dire, en prenant
comme thème d'apprentissage pour une langue, par exemple, un voyage touristique, prenant comme angle d'apprentissage pour une langue l'étude d'auteur du pays considéré. Voilà. Je pense qu'en multipliant les possibilités, en multipliant les centres d'intérêt, la capacité à répondre à des centres d'intérêt différents, la technologie, le transfert de savoir-faire, notamment via tout ce qui est visioconférence, permet d'augmenter les ressources pour une association. Alors, comment, encore une fois, je suis obligé de rester relativement large pour répondre à la demande, c'est comment faire qu'une association, quel que soit son secteur, puisse améliorer ses ressources. La première des démarches, c'est de questionner le projet associatif, c'est-à-dire le fondement même de l'association, ce pourquoi elle existe, ce pourquoi des gens se sont rassemblés. Voilà. Mais est-ce que ce que l'on propose est toujours en face avec les attentes des adhérents d'aujourd'hui? Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire en groupe et d'écrire les choses. Parce que lorsque c'est verbal, uniquement verbal, oui, on pense une chose, mais entre l'avoir en tête, l'avoir sur le papier et la confronter aux idées de nos adhérents contemporains, il y a très souvent un décalage. Donc, je vous invite à poser les choses sur le papier. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui. Voilà quelles sont les attentes des adhérents et finalement, où est-ce qu'on en est. Ensuite, j'amène volontairement et de façon peut-être un peu provocante la notion de rapport qualité-prix. C'est vrai que nous avons un certain nombre d'adhérents qui se comportent aussi comme des consommateurs. Et c'est eux qui se posent cette question de finalement, est-ce que, au bout du compte, j'en ai eu pour mon argent cette année? Cette question, elle n'est pas tellement dans l'air du temps du monde associatif. Cependant, c'est une question qui fait progresser le monde associatif. Je veux dire par là que les gens, même s'ils sont adhérents, je dirais de tout cœur, s'ils font partie de vos fervents, des gens qui seront toujours là, ils seront d'autant plus contents de réadhérer qu'effectivement, ils en ont, entre guillemets, pour leur argent. Voilà. Donc, je dirais, ces trois simples questions. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que c'est toujours dans l'air du temps? Et finalement, est-ce que le rapport qualité-prix est intéressant? C'est ce qui peut faire progresser l'association. Parce que ça, c'est vraiment la tendance de fond. Ce que j'ai indiqué après, les leviers d'action que sont les tarifs, le nombre d'adhérents et la possibilité de créer de nouvelles activités, c'est presque accessoire. J'ai discuté il y a 8 jours de cela avec le président d'un club de patinage de vitesse à Reims, qui m'expliquait que lui, il a réussi à augmenter pendant le Covid le nombre de pratiquants. Je lui ai demandé, mais quelle était votre recette? Alors, il a commencé à me dire des choses. Et finalement, j'ai synthétisé en disant, oui, finalement, ce que vous proposez plus que ce que voudrait proposer la Fédération de sport de glace. Il me fait, oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, parce que l'association sait ce que veulent ses adhérents, parce qu'elle est capable d'aller peut-être un peu plus loin qu'une offre standard, eh bien, là, dans ce cas-là, elle a réussi à attirer du monde. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'effet levier le plus important, c'est lorsque vous avez un grand nombre de personnes. Parce que vous multipliez, par exemple, une augmentation de 5 € sur 200 personnes, tout de suite, ça vous fait un chiffre d'affaires supérieur de 2 000 € sans avoir fait d'autres augmentations de tarifs que celle-ci. Voilà. L'autre levier, ça va être le nouveau levier, ça va être de créer de nouvelles activités, de nouvelles façons de participer, mais en fait, il faut repenser la chose. Est-ce que je vais créer de nouvelles activités, mais pas pour les mêmes personnes? Il faut créer de nouvelles activités qui vont aussi cibler de nouveaux publics. J'ai un bon exemple à vous donner dans le monde sportif. Les clubs d'athlétisme faisaient, comme vous le savez, de l'athlétisme sur piste, courent, ils sautent, ils lancent et ils sautent. Et puis, justement, pour pouvoir occuper leurs éducateurs sportifs, un des dirigeants de club s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vois des gens passer de l'autre côté du chemin, ils ne viennent jamais chez nous, donc ils sont allés interroger les gens. Et puis, de fil en aiguille, ils sont allés inventer, plutôt ils ont copié, ils ont importé en France le concept de la marche nordique, ce qui était tout à fait, qu'on pouvait tout à fait enseigner avec les éducateurs d'athlétisme. Seulement, les athlètes sont plutôt des personnes jeunes. Dans le public de la marche nordique, nous avons plutôt des dames de plus de 52 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout le même public,
La marche nordique se pratique en dehors d'infrastructures adaptées, avec du matériel qui coûte très peu cher et que les personnes peuvent se procurer par elles-mêmes. Donc là, on est capable d'enrichir énormément l'association avec une nouvelle activité pour un nouveau public. Donc là, c'est un exemple, je dirais, quasiment idéal, vraiment un bon exemple à retenir sur une diversification de l'offre de services de l'association. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais dans le cas présent, ça l'a été. Voilà, alors, je viens sur un autre chapitre, celui des aides publiques, parce que nous sortons de la crise et que pour rebondir, il nous faut profiter de ce qui existe. Alors, on a constaté, enfin du moins, il y a eu des enquêtes, et il y en a une qui est sortie cette semaine par le mouvement associatif, qui ont constaté que les aides d'État étaient relativement peu sollicitées. La première des choses bien sûr, un certain nombre d'associations n'avaient pas de besoin d'être aidées. Du moins, elles n'ont pas eu de besoin d'être aidées sur la première année du Covid. Mais avec le temps, le fait que les réserves s'épuisent, elles se disent, mais finalement, on aurait eu besoin de telle ou telle aide. Seulement, dans beaucoup de cas, les aides étaient relativement complexes à solliciter. J'en ai parlé tout à l'heure, certains délais d'instruction et de versement étaient plutôt longs et donc, dans certains cas, dissuasifs. Mais les associations employeuses avaient justement un certain nombre de dispositifs. Je vais juste les passer en revue sans vous décrire la finalité, mais pour vous redonner des idées, si jamais vous avez besoin, malgré tout, d'une aide supplémentaire pour rebondir. Alors, la finalité de ces aides, elles sont très souvent, les aides liées au Covid, sont des aides pour la trésorerie. Et je dirais, beaucoup d'associations se disaient, mais finalement, j'ai encore un peu de réserve, je n'ai pas besoin de solliciter cette aide. Sauf que lorsque vous y êtes éligible, ça vous permet de reconstituer les fonds propres, c'est-à-dire de réaugmenter votre niveau de réserve, parce qu'aujourd'hui, qui peut dire que la saison 2021-2022 se déroulera sans un confinement supplémentaire, sans une nouvelle restriction d'activité? Moi, je ne parierai pas là-dessus, et bien malin celui qui pourrait le dire. Donc, moi, je préfère être prudent en qualité d'ancien trésorier et de conseil des clubs sur la partie économique. À chaque fois qu'une association a la capacité de reconstituer ses fonds propres, plus elle aura un niveau de réserve important, mieux elle passera les crises. Donc, si vous êtes éligible, moi, je vous invite sincèrement à solliciter les aides auxquelles vous avez droit. Donc, les aides, on peut les classer de différentes façons. Moi, j'ai choisi de vous les présenter suivant les aides de l'État, des régions, des départements, où il existe aussi des aides sectorielles. Au niveau des aides d'État, alors j'ai volontairement scindé ma présentation en deux, avec d'une part les associations qui n'étaient pas employeuses et d'autre part les associations employeuses, puisque effectivement elles avaient beaucoup plus de dispositifs à leur disposition pour d'une part préserver leur trésorerie, mais aussi leur permettre justement de compenser un certain nombre de pertes. Dès lors qu'on n'était pas employeur, il n'y avait pratiquement plus que les aides sectorielles. Alors, celles que je connais étaient relatives au sport ou à la culture. Après, s'il y a des demandes spécifiques qui remontent par le service vie associative de la ville de Chassieux, on pourra regarder ce qu'il en est. Mais voilà. Pour ce qui est des associations employeuses, bien sûr, il y a l'activité partielle qui est connue sous le nom de chômage partiel. Il y avait des aides au paiement de cotisations sociales, c'est-à-dire cotisations patronales notamment. Le fameux fonds de solidarité qui permettait de compenser des pertes, et un autre type d'aide qui est le prêt garanti par l'État, qui lui, justement, était une aide à la trésorerie, c'est-à-dire que ce sont des prêts avec un taux très, très attractif qui, justement, évitaient d'avoir recourir à des systèmes d'agio et donc des coûts supplémentaires par les banques. Il y a aussi des aides pour la reprise, comme l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Un autre dispositif, le dispositif Secours ESS, ainsi que certaines aides sectorielles, comme celle pour le spectacle vivant. Il y a un autre dispositif qu'on retrouve partout en France, dans tous les départements, donc bien sûr dans le département du Rhône, qui est le dispositif local d'accompagnement. Donc ça, c'est effectivement pour les associations employeurs. La finalité, quel que soit le secteur associatif, c'est de pérenniser l'emploi associatif avec, je dirais, 3 axes de travail. D'une part économique, bien sûr. On peut travailler sur l'organisation interne ou de façon, je dirais, plus fondamentale sur le projet associatif. Je vous ai donné les coordonnées de Rhône Développement Initiative qui gère le dispositif pour le département. Donc, vous trouverez leurs coordonnées en suivant le lien.
Il y a aussi des aides de la région, certainement moins nombreuses, puisque l'effort était supporté par l'État, mais vous retrouverez, quelle que soit votre nature d'association, très souvent le pass région comme une facilité pour vos adhérents, notamment pour les jeunes adhérents. Il y a une aide de la région aussi pour le renforcement des fonds propres, ainsi que quelques aides spécifiques au plan de relance régional. Donc là, encore une fois, se reporter au site internet du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Il reste un petit dispositif au niveau du département du Rhône. Alors, ce n'est pas une aide économique, mais c'est une aide, je dirais, sous forme de formation par webinaire. Je dirais, si vous suivez ces webinaires, si vous lisez les replays, ben, c'est que vous êtes à la recherche de solutions. Il y a une demi-douzaine, je dirais, de thèmes sur les formations par webinaire proposées par le conseil départemental. Il faut s'y inscrire à l'avance, mais je dirais, dans cette période où on cherche les meilleures solutions, je dirais, toute piste est bonne à suivre. Voilà. On arrive presque à la fin du webinaire. Donc là, comment organiser ces transformations? Les transformations, je dirais, habituelles d'un modèle économique. La première des choses à faire, ce sont des vérifications internes. Surveiller justement par le système de diagramme qui rend visibles les choses, vérifier que l'accroissement des charges suit bien, vérifier que l'accroissement des ressources précède ou suit l'accroissement de vos charges. Si vous avez la courbe des charges qui rejoignent celle des ressources, ou si elle dépasse celle des ressources, ben, vous êtes déjà en difficulté, et ce type de graphique peut vous y aider. Ensuite, il faut regarder les délais de paiement des débiteurs, c'est-à-dire est-ce que tout le monde paye bien sa cotisation? Est-ce que les personnes ou les structures à qui vous vendez des prestations règlent suffisamment rapidement? Parce que plus le délai de paiement est long, bah, plus vous pouvez avoir des difficultés de trésorerie. Et puis, est-ce que les ressources qui viennent notamment des partenariats, je pense en particulier au mécénat, est-ce qu'elles ne sont pas fragilisées par la crise? Dans ce cas-là, par quoi peut-on les remplacer? Donc ça, la première des choses, c'est voir en interne déjà, est-ce que l'association est, entre guillemets, bien gérée? Ensuite, on peut imaginer un changement de cap, justement, en ayant une réflexion sur le projet associatif. La première des choses à faire, c'est analyser vos activités les unes par rapport aux autres. Est-ce que chaque activité est au moins à l'équilibre? Sinon, il faut envisager de la remplacer. Même si c'est une activité historique, voilà. On peut quand même, dans une association, se dire qu'on a des activités qui sont, je dirais, volontairement déficitaires, notamment si on fait du social, parce que c'est l'ADN de l'association. Mais à ce moment-là, il faut en avoir conscience et expliquer, exposer par quel type de ressources vous allez financer ça. Il vaut mieux que ce soit toujours, encore une fois, des ressources qui viennent du cœur d'activité de l'association si on est dans une mouvance dans une optique de transfert de compétences ou de savoir-faire. L'autre changement de cap possible, et qui est très intéressant, c'est attirer de nouveaux publics, soit une nouvelle tranche d'âge, soit par de nouveaux centres d'intérêt, soit par de nouvelles activités. Parce que augmenter le nombre de personnes payantes est véritablement l'effet levier qui est le plus intéressant pour une association. Voilà. Vous pouvez aussi choisir de changer d'échelle, c'est-à-dire, ça c'est, je dirais, le dernier stade. À partir du moment où vous avez bien calé vos activités, vous savez que c'est ce que veulent les adhérents, tout va bien, mais essayez de voir s'il n'y a pas possibilité d'augmenter le nombre de personnes qui vont bénéficier des services de l'association. C'est-à-dire, soit est-ce que vous pouvez changer de locaux, soit est-ce que vous pouvez, notamment grâce à la technologie, proposer d'autres modes d'accès aux services de l'association. J'ai préféré m'en tenir à ces quelques premières étapes, parce que c'est gradué comme effort. On commence déjà par s'intéresser au fonctionnement interne. Est-ce que la gestion interne est déjà relativement saine? Qu'est-ce qu'on peut, entre guillemets, nettoyer du fonctionnement actuel qui ne convient pas? Ensuite, qu'est-ce que l'on va ajouter grâce à la réflexion sur le projet associatif en termes de nouvelles activités, en termes de nouveaux publics? Et ensuite seulement, on va voir, est-ce que l'association n'aurait pas vocation à grandir
dès lors qu'effectivement, les activités sont, si je puis dire, relativement rentables. Voilà. J'ai préparé aussi une infographie. Alors, certes, elle vient pour le monde sportif, mais celle-là, le service associatif vous la transmettra en même temps que le webinaire. Une façon de rendre une association, le modèle économique d'une association résistante, c'est de voir comment pérenniser la structure. La première des choses, c'est de prévoir de faire un bénéfice. Le comment reste encore à venir, mais je dirais vraiment, si vous cherchez à prévoir, si vous décrivez comment vous allez faire pour générer un bénéfice, et ce bénéfice, il n'est pas nécessairement extraordinaire. Il peut être de 2, 3, voire 4% du chiffre d'affaires, et là, vous allez à nouveau être en capacité de remettre un peu d'argent de côté. Comment créer ce bénéfice? D'abord, en choisissant des ressources maîtrisables, c'est-à-dire pour moi, quand j'écris « faites ce que vous savez faire », des activités qui viennent réellement du cœur d'activité de l'association. Par exemple, une association qui proposait de la formation à l'année, il faut aussi, mais je pense que vous le faites déjà, proposer des stages. Maintenant, pourquoi pas faire des stages numériques? Pourquoi pas changer aussi quelques horaires? L'autre chose qui va augmenter votre capacité économique, c'est le bénévolat. Le fait d'avoir davantage de personnes pour augmenter la capacité de l'accueil de votre association. Le troisième levier, c'est la fidélisation. La fidélisation, c'est comment faire en sorte de renforcer les liens entre l'adhérent et l'association. La première des choses, c'est de former correctement les gens à ce pourquoi ils sont venus adhérer à l'association. Voilà. Ensuite, il y a toute la partie ambiance, toute la partie relationnelle, qui est la convivialité, qui est véritablement dans l'ADN de chaque association. Et puis, je vois beaucoup d'associations qui lancent, qui testent des choses, mais elles ne font pas l'évaluation de ces nouvelles activités. On lance et puis on dit, tiens, ça rapporte un peu d'argent, ben, finalement on continue, oui, non, on ne se pose pas réellement la question. Il faut pouvoir se donner un certain nombre d'indicateurs. Et un truc tout simple, c'est de ramener je dirais, le résultat de chaque activité à un résultat par personne. Et encore une fois, vous l'analysez après année et vous verrez si ce résultat par personne évolue à la hausse ou s'il évolue à la baisse. Et puis surtout, imaginez des choses. N'ayez pas peur de créer de nouvelles choses. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais été fait que ça ne marchera pas. On l'a vu pendant la crise du Covid, les premiers qui ont lancé de la communication via Internet, qui ont proposé des challenges à leurs adhérents, ces associations-là ont pris une longueur d'avance du point de vue de la communication et n'ont jamais été rattrapées, même encore aujourd'hui. Donc là, il faut savoir oser, il faut accepter de se tromper, c'est tout à fait possible aussi, mais au moins, ce ne sera pas complètement vous tromper. Vous aurez acquis de l'expérience, vous saurez que dans telle situation, tel dispositif ne marche peut-être pas, et donc vous saurez au fil du temps ce qui va marcher, et surtout vous aurez acquis une certaine confiance en vous qui vous permettra de réinventer de nouvelles choses. Mais quoi qu'il en soit, on ne pourra pas rendre un modèle économique plus résilient, plus solide vis-à-vis des crises en conservant ce qui a fait votre fragilité passée. Il va vous falloir nécessairement changer les choses. Et véritablement, le centre de tout ça, c'est re-questionner le projet associatif. Voilà. Donc, nous en avons terminé pour ce webinaire. Maintenant, je vais poser la question à Christine. Si elle a... Est-ce que Christine a quelques questions ce soir ou pas? Non, aucune question. Très bien, j'ai encore appris des choses, j'ai encore noté des choses, comme à chaque fois, mais pas de questions, non. Merci, merci, merci. Donc, Jérôme, si vous êtes là, est-ce que vous souhaitez dire un mot de conclusion? Oui, alors juste un mot, effectivement, comme Christine le dit, merci Thierry pour votre synthèse, parce qu'elle est effectivement riche de sens.
Et je pense que notre rôle, c'est aussi de s'aider les uns et les autres, hein, et particulièrement le service vie associative, d'aider les associations Chasseland à réfléchir sur cette thématique. Parce que déjà, rien que le fait de réfléchir, de regarder aussi les bonnes pratiques dans les différentes associations, parce qu'il y en a beaucoup, eh bien, ça nous ouvre des perspectives et ça nous ouvre le champ des possibles. Et je pense qu'effectivement, le milieu associatif est entre guillemets, hein, si vous voulez bien, la comparaison, est une véritable machine de guerre pour le bien collectif et pour améliorer le bien vivre ensemble et le bien faire ensemble. Et il faut absolument qu'on arrive à s'entraider et à créer des coopérations et des solidarités entre nous. En tous les cas, merci beaucoup Thierry pour votre expertise et le replay pourra bénéficier à l'ensemble du champ associatif Chasseland. Merci à vous et merci Christine pour les échanges.